un soldat impérial gît face contre terre dans la boue d'Istvan III. Ses poumons brûlent, ses os ont cédé sous 3 impacts de bolter. Le rapport médical de campagne indique « décédé ». Le soldat se relève, lentement, inexorablement. La chair est déchirée, les viscères partiellement visibles, et le visage, ce qui reste du visage, exprime quelque chose qui ressemble à de la sérénité. Ce rapport ne peut pas expliquer pourquoi les morts de la Death Guard continuent de marcher. Ce témoignage a été compilé depuis les archives scellées du secteur Ultima, les transcriptions partiellement brûlées de l'hérésie d'Horus et les dépositions d'inquisiteurs qui ne sont jamais revenus de leurs investigations. Ce qui suit constitue l'histoire la plus complète et la plus terrifiante d'une légion qui choisit la corruption et appela cela une libération. La Death Guard n'a pas toujours porté ce nom. Elle n'a pas toujours porté ses couleurs de chair gangrenée et de métal rouillé. Il fut un temps, une époque que les archives impériales ont tenté d'effacer sans y parvenir, où ces guerriers étaient considérés comme les plus endurants de toutes les légions Astartes. Implacables, impossibles à arrêter. Des soldats qui traversaient des zones de contamination biologique sans ralentir, qui résistaient à des toxines capables de tuer un homme ordinaire en quelques secondes, qui avançaient sous des feux nourris avec la même indifférence qu'un rocher sous la pluie. Leur réputation n'était pas construite sur l'élégance tactique ni sur la vitesse d'exécution. La Death Guard gagnait ses guerres par épuisement absolu de l'ennemi. Elle arrivait, elle absorbait, elle persistait. Là où d'autres légions brillaient par des manœuvres de flanquement ou des frappes chirurgicales, les fils de Mortarion avançaient en ligne droite et ne s'arrêtaient jamais. Les archives du département munitorium de la Grande Croisade contiennent des descriptions de combats où les guerriers de la 14e Légion continuaient d'avancer avec des membres arrachés, des armures percées en plusieurs endroits, des traumatismes crâniens que n'importe quel autre Astarte n'aurait pas survécu. Ce n'était pas de la témérité, ce n'était pas de l'ignorance de la douleur, c'était quelque chose de plus profond. Une philosophie forgée sur une planète toxique, sous la tutelle d'un primarque qui avait appris dès l'enfance que la souffrance était un état permanent et que la seule réponse rationnelle à la souffrance était de continuer à vivre malgré elle. Mortarion de Barbarus, l'ange de la mort, le seigneur des mourants, celui qui, bien avant de s'agenouiller devant Nurgle, portait déjà en lui les graines de ce qu'il allait devenir. Non pas parce que la corruption était inévitable, mais parce que les circonstances de sa naissance, de son enfance et de sa récupération par l'empereur avaient façonné une psychologie particulièrement vulnérable à la promesse spécifique que le dieu, pourriture, allait lui faire des millénaires plus tard. Pour comprendre la chute de la Death Guard, il faut comprendre Barbarus. Il faut comprendre ce que signifie grandir dans un monde où l'air lui-même essaie de vous tuer, où les couches supérieures de l'atmosphère sont saturées de gaz mortels que seuls les seigneurs de guerre mutants dominant la planète peuvent respirer librement, tandis que les populations humaines survivent dans les vallées basses, soumises, tributaires, condamnées. Il faut comprendre ce que signifie être l'enfant qui décida de monter. Mortarion était différent, le nourrisson, tombé du ciel dans une nacelle de dérivation génoséminale. Comme tous les primarques dispersés par la machination du chaos, fut découvert dans les régions hautes de Barbarus, là où les gaz stagnaient en couches opaques et où les humains mouraient en quelques respirations. Un seigneur de guerre humanoïde, ou ce qui ressemblait suffisamment à un être humain pour que la distinction reste floue, le trouva et l'éleva. Le seigneur des hautes terres de Barbarus, dont le nom ne mérite pas d'être préservé dans ses archives, reconnut en ce nourrisson une anomalie utile. Un enfant qui respirait les hauteurs empoisonnées et survivait, qui grandissait, qui devenait fort là où tout devrait mourir. Cette enfance dans les hauteurs mortelles ne produisit pas un dieu de la joie. Elle produisit un guerrier qui ne faisait confiance qu'à l'endurance, la sienne, et ensuite celle de ceux qu'il commandait. Un être convaincu que la souffrance était la seule vraie mesure de la valeur, que ceux qui pouvaient endurer davantage étaient fondamentalement supérieurs à ceux qui succombaient. Cette conviction, noble dans ses origines, allait devenir le vecteur précis de sa damnation. Les légionnaires qu'il forgerait à son image partageraient cette conviction au plus profond de leur conditionnement psychologique. Résister, endurer, persister, survivre à tout ce que l'univers peut infliger.
Ce principe, appliqué à des super soldats génétiquement modifiés, produisit la légion la plus difficile à tuer de toute l'armée d'Horus. Ce même principe, retourné par le murmure d'un dieu ancien, produisit quelque chose de bien plus difficile à tuer encore, et d'infiniment plus dangereux. Ce rapport documente la trajectoire complète, des vallées de Barbarus aux tranchées d'Istvan, de la fièvre de la flotte condamnée aux plaines de Terra, jusqu'aux guerres de peste qui ravagent encore le galaxie en ce moment présent. La Death Guard n'est pas une légion déchue, c'est une légion qui considère sa condition actuelle comme une élévation. Et c'est précisément cela qui la rend impossible à combattre avec des arguments ordinaires. Mais avant la pourriture, il y eut la gloire. Avant Nurgle, il y eut Barbarus. Et avant la chute, il y eut un enfant qui montait vers les hauteurs empoisonnées parce que personne d'autre n'osait le faire. Les vallées de Barbarus ne connaissaient pas la paix. Le concept lui-même, cette idée que l'existence puisse être autre chose qu'une négociation permanente avec la mort, n'existait pas dans le vocabulaire des populations humaines qui survivaient sous la ligne des gaz. Les archives de l'Adeptus Administratum, compilées rétrospectivement à partir des témoignages de survivants évacués après la récupération du Primarque, décrivent une société structurée autour d'une seule priorité: ne pas mourir aujourd'hui. Demain était une abstraction trop luxueuse pour être planifiée. Les seigneurs de guerre dominaient les hauteurs. Leur nature exacte reste sujette à débat parmi les historiens du Departamento Investigatores. Certains témoignages les décrivent comme des mutants humains suffisamment altérés pour tolérer l'atmosphère des zones supérieures. D'autres, comme des créatures d'origine xénos, ayant adopté une apparence partiellement humanoïde pour faciliter leur domination des populations indigènes. Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, c'est leur méthode de gouvernance. Raids réguliers sur les villages des vallées, prélèvement de ressources et de main-d'œuvre, exécution arbitraire destinée à maintenir une terreur fonctionnelle. Le jeune Mortarion observait tout cela depuis la demeure de son tuteur, le seigneur des hautes terres qui l'avait élevé, comme un outil avant de réaliser, trop tard, qu'il avait nourri quelque chose qu'il ne pourrait pas contrôler. Les rapports de ce tuteur, dont le nom figura brièvement dans les archives, avant d'être méthodiquement effacés sur instruction directe du primarque adulte, décrivent un enfant qui posait des questions auxquelles aucun seigneur de guerre ne souhaitait répondre. Pourquoi les humains des vallées mouraient-ils dans les hauteurs? Parce que l'atmosphère les tuait. Pourquoi l'atmosphère les tuait-elle? Parce que c'était ainsi. Pourquoi était-ce ainsi et non autrement? Ce type de questions, répétées avec la persistance tranquille d'un enfant qui ne comprenait pas encore que certaines questions étaient interdites, produisit une atmosphère de tension croissante dans les halls du tuteur. Mortarion grandissait plus vite qu'un humain normal. Beaucoup plus vite. À ce que les archives estiment n'être son 14e ou 15e cycle solaire, il dépassait déjà physiquement la majorité des seigneurs de guerre adultes. Sa résistance aux toxines atmosphériques, déjà exceptionnelle à sa naissance, s'était développée jusqu'au point où il pouvait séjourner dans les couches de gaz les plus concentrées pendant des périodes prolongées sans souffrir d'autre chose que d'une légère irritation oculaire. Ce n'était pas la grâce d'un dieu, c'était l'endurance brute d'un être né différemment et qui avait ensuite délibérément renforcé cette différence. Car Mortarion s'entraînait, seul, sans supervision, sans programme établi. Il montait dans les hauteurs empoisonnées et il restait. Chaque session légèrement plus longue que la précédente. Chaque exposition légèrement plus profonde dans les couches mortelles. Il documentait sa propre souffrance avec une précision clinique qui aurait été remarquable chez un adulte formé à cela. Chez un adolescent, elle était simplement troublante. Les douleurs thoraciques, les visions, les crampes musculaires induites par les toxines. Tout était noté, analysé, utilisé comme données pour la session suivante. Le jour où Mortarion descendit dans les premières vallées humaines, il avait déjà formé sa philosophie complète. La souffrance était information. La résistance était vertu. Ceux qui ne pouvaient pas endurer devaient être protégés par ceux qui le pouvaient, non par pitié, mais par utilité. Et les seigneurs de guerre qui imposaient la souffrance sans raison fonctionnelle étaient des obstacles à éliminer. Les populations des vallées virent arriver un adolescent de stature impossible, vêtu de ce qui ressemblait à une armure improvisée à partir de pièces récupérées sur des seigneurs de guerre tombés.
Il leur dit qu'il allait les libérer. Elles ne le crurent pas immédiatement. Les promesses de libération sur Barbarus avaient une espérance de vie courte. Mortarion ne leur demanda pas de le croire. Il leur demanda de regarder. Les premiers seigneurs de guerre qu'il tua le furent dans des combats singuliers. Ce n'était pas de la chevalerie, c'était de l'efficacité tactique. Une armée de villageois humains ne pouvait pas escalader les hauteurs assez rapidement pour engager les seigneurs de guerre sur leur terrain sans être décimés par les gaz avant d'arriver à portée. Mortarion pouvait. Il montait seul, tuait, redescendait. Les seigneurs de guerre survivants envoyèrent des émissaires, puis des assassins, puis des armées entières. Mortarion en récupéra les armes et les armures, les redistribua aux villageois, commença à former ceux qui montraient la résistance physique nécessaire pour fonctionner dans les altitudes moyennes. Une légion se formait. Pas encore les Death Guard, pas encore les Astartes qui ravageraient les mondes de la Grande Croisade. Mais la culture fondatrice était là, entière et déjà irréversible. Des hommes et des femmes sélectionnés pour leur endurance, entraînés à absorber la punition, récompensés non pas pour la vitesse ou l'élégance, mais pour la capacité à rester debout quand tout dictait de tomber. Mortarion ne leur enseignait pas à ne pas souffrir. Il leur enseignait que la souffrance n'était pas une raison d'arrêter. Pendant des cycles, la guerre de libération progressa. Barbarus saignait lentement, seigneur de guerre après seigneur de guerre. Les cartes des zones contrôlées changeaient, les villages se consolidaient, une économie de guerre rudimentaire s'établissait dans les vallées basses. Et au centre de tout cela, Mortarion montait toujours plus haut, restait toujours plus longtemps, repoussait toujours davantage les limites de ce qu'un corps, même le sien, pouvait tolérer. Il y avait un seigneur de guerre que Mortarion ne tuait pas, le plus haut, le plus puissant, celui dont les halls de pierre noire dominaient le pic le plus élevé de Barbarus, dans une concentration de gaz tellement létale que même Mortarion, après des années de conditionnement progressif, hésitait à la seuil. Ce seigneur de guerre, que les archives appellent simplement le maître du pic, son nom ayant été jugé indigne de préservation, avait regardé la campagne de libération avec ce que les survivants décrivirent comme de l'amusement, un amusement patient, comme quelqu'un qui sait que la dernière case d'un jeu lui appartient déjà. Le jour où un vaisseau impérial entra en orbite autour de Barbarus allait changer la nature de ce jeu définitivement. Mais ce que Mortarion ne savait pas encore, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que ce moment de salut apparent portait en lui le vecteur le plus subtil de sa destruction finale. Le vaisseau impérial ne descendit pas immédiatement. Les archives de la flotte du Croisade indiquent une période d'observation orbitale d'environ 7 jours standards avant que le premier contact ne soit établi. Une procédure standard pour les mondes dont le statut habitabilité demeurait incertain. Les techniciens de la flotte mesurèrent la composition atmosphérique de Barbarus avec des instruments précis et conclurent, de manière unanime, que la planète était incompatible avec la vie humaine dans ses régions supérieures. Les rapports subséquents, révisés après la récupération du Primarque, contiennent une annotation manuscrite dont l'écriture correspond aux archives connues de l'empereur lui-même. Ils survivent, quand même. L'empereur descendit seul, ou presque seul. Les custodes qui l'accompagnaient systématiquement restèrent au périmètre externe de la zone de contamination. Leurs armures dorées inadaptées à une immersion prolongée dans les couches atmosphériques supérieures de Barbarus. Ce détail est important. Pour la première fois de la campagne de récupération des Primarches, le père de l'humanité se trouva dans une situation où son fils pouvait le voir vulnérable, ou du moins perçu comme tel. Ce que Mortarion vit en descendant vers cet inconnu de stature impossible, vêtu d'une armure que les meilleures forges de Barbarus n'auraient pas pu produire, fut quelque chose que ses archives personnelles, partiellement récupérées après l'hérésie et depuis classifiées au niveau extremis terminus, décrivent avec une économie de mots révélatrice. Un homme qui n'avait pas peur de l'air, pas d'admiration, pas de révérence immédiate, une observation factuelle. Cet être respirait les hauteurs de Barbarus sans appareil de filtration, sans symptômes visibles, avec la désinvolture de quelqu'un qui marche dans un jardin. L'empereur reconnut son fils. Les mécanismes de cette reconnaissance, biologique, psychique
ou simplement visuels compte tenu de la physiologie unique des primarches, ne sont pas documentés dans les archives accessibles. Ce qui est documenté, c'est la brièveté de leur premier échange. Pas d'embrassade, pas de discours. L'empereur dit à Mortarion qu'il venait l'accueillir dans une cause plus grande. Mortarion dit qu'il avait d'abord un travail à terminer. Le travail en question, tuer le maître du pic. La dynamique qui s'établit alors entre père et fils fut, selon les archives de campagne des officiers présents sur le vaisseau impérial en orbite, immédiatement préoccupante pour les observateurs. Mortarion ne refusa pas l'autorité de l'empereur, il la différa, avec une politesse parfaitement calibrée qui était en réalité une assertion de condition. Je vous reconnais, je vous rejoindrai. Mais d'abord, laissez-moi finir ce que j'ai commencé seul. Cette structure, reconnaissance de l'autorité couplée à une insistance sur l'autonomie d'exécution, allait définir la relation entre Mortarion et l'Imperium pendant les décennies suivantes, jusqu'à ce qu'elle ne la définisse plus du tout. L'empereur accepta. Les archives enregistrent cette décision sans commentaire. Ce qui suivit constitua peut-être l'un des épisodes les plus analysés de la période pré-hérésie par les historiens inquisitoriaux. Mortarion monta vers le pic. Seul, comme il l'avait toujours fait, la concentration de gaz dans les couches supérieures, cette nuit-là, les mesures atmosphériques du vaisseau impérial, constituées une documentation indépendante précieuse, étaient parmi les plus élevées jamais enregistrées sur Barbarus. Les vents du nord-est avaient poussé les masses de contamination vers le bas, comprimant les couches toxiques dans un voile plus dense et plus opaque qu'à l'ordinaire. Les instruments de la flotte calculèrent une létalité théorique de 100% pour tout humain non augmenté exposé à ces conditions pendant plus de 3 minutes standard. Mortarion disparut dans ce voile. Les observateurs orbitaux perdirent là sa trace thermique après 4 minutes et demie. Pendant ce qui dura, selon les différentes sources, entre 18 et 24 heures au standard, rien ne remonta du pic. Le camp de l'armée de libération, établi dans les vallées moyennes, attendit. L'empereur attendit à la lisière du nuage de gaz, sans bouger, sans envoyer de secours. Les custodes restèrent en position. Ce que l'empereur savait ou percevait pendant cette attente n'est pas consigné. Mortarion redescendit au coucher du second soleil de Barbarus. Il portait la tête du maître du pic. Il tremblait, un tremblement que les témoins décrivirent comme différent de la fatigue ordinaire, quelque chose de plus interne, de plus constitutif. Une partie de lui avait été endommagée là-haut, d'une façon que même sa physiologie extrême ne pouvait pas absorber sans conséquence. Certains historiens ont noté que ce tremblement ne disparut jamais complètement, qu'il resta discret mais présent dans les représentations visuelles de Mortarion jusqu'à la veille de l'hérésie. Il déposa la tête devant l'empereur. Il dit qu'il était prêt à partir. L'empereur regarda la tête du seigneur de guerre mort, puis son fils qui tremblait de cette façon particulière, et, selon le seul témoignage oculaire existant, celui d'un custode dont le rapport survécut par accident, ne dit rien pendant un long moment. Puis il posa la main sur l'épaule du primarque et l'appela par son nom. Ce geste, cette reconnaissance, ce que Mortarion ressentit en ce moment, une acceptation inconditionnelle de la part d'un père qui n'existait pas encore quelques jours auparavant, constitue peut-être la donnée psychologique la plus importante de toute cette archive. Un être façonné par l'abandon et la solitude, qui avait construit une philosophie entière autour de la suffisance de soi, venait de recevoir quelque chose qu'il ne savait pas chercher. Et Nurgle, si tant est que des entités du Warp perçoivent déjà les vulnérabilités de leurs futures acquisitions à ce stade précoce, avait sans doute pris note. Barbarus fut intégré à l'Imperium. La 14e Légion reçut ses vrais soldats, les jeunes guerriers transformés par le génosème de Mortarion, amplifiés par la technologie Astarte que la Grande Croisade déployait à travers la galaxie. Ils reçurent également leur nom définitif, les Death Guard, la garde de la mort. Un nom qui, dans la langue de l'Imperium, sonnait comme un hommage à l'endurance. Un nom qui, en rétrospective, ressemblait davantage à une prophétie. Les premières décennies de la Death Guard au sein de la Grande Croisade produisirent un bilan de campagne que les stratèges du Departamento Munitorium citèrent pendant des générations comme modèle d'efficacité militaire systématique. Pas d'éclat, pas de victoire spectaculaire célébrée dans les chroniques populaires.
une séquence ininterrompue de mondes rendus conformes à la vision impériale, monde après monde, avec une régularité qui relevait moins du génie tactique que de l'application mécanique d'une doctrine forgée dans les hauteurs empoisonnées d'un monde oublié. La doctrine Death Guard reposait sur 4 principes que les archives de campagne répètent avec la monotonie délibérée d'un document de formation. Établir le contact, absorber la résistance, maintenir la pression, attendre l'effondrement. Aucune manœuvre de flanquement élaborée. Aucune dépendance à des frappes orbitales précises qui auraient pu manquer leur cible ou créer des complications diplomatiques subséquentes. La Death Guard avançait et elle restait en contact jusqu'à ce que l'ennemi n'existe plus. Les légions auxquelles elle fut parfois associée dans des campagnes conjointes documentaires de leurs observations avec des variations stylistiques mais une conclusion constante. Les guerriers de Mortarion étaient impossibles à décourager. Les reports de pertes du côté de la 14e Légion, comparés à ceux des autres légions dans des engagements d'intensité similaires, révèlent un facteur de résilience qui ne s'explique pas entièrement par les augmentations génétiques standards des Astartes. Un Space Wolf avec les 2 jambes brisées s'arrêtait. Un Death Guard avec les 2 jambes brisées cherchait appui sur quelque chose et continuait. Cette caractéristique n'était pas simplement physiologique. Elle était culturelle, insérée dans la structure même de la hiérarchie de la Légion. La promotion au sein de la Death Guard ne récompensait pas la brillance tactique ni la capacité à prendre des initiatives créatives. Elle récompensait la durée. Le guerrier qui avait survécu à davantage de campagnes. Celui qui avait été blessé plus souvent et était revenu plus vite. Les Great Companies de la Légion fonctionnaient comme des archives vivantes de résistance collective. Chaque vétéran portant dans son corps la mémoire de ce que la Légion avait absorbé pour continuer. Mortarion supervisait tout cela avec une attention qui déconcertait parfois les officiers de liaison des autres légions. Son désintérêt pour les stratégies élaborées était total et assumé. À la question d'un commandant de la 16e Légion, les Luna Wolves d'Horus, sur les raisons pour lesquelles il n'utilisait jamais les frappes de précision longue portée disponibles dans son arsenal orbital, Mortarion aurait répondu, selon les archives de cette rencontre, « Parce que je ne fais confiance qu'à ce que mes jambes peuvent atteindre ». Une réponse qui fut interprétée à l'époque comme une expression de philosophie tactique. En rétrospective, elle révélait quelque chose de plus fondamental, une méfiance viscérale envers tout ce qui ne relevait pas du contact direct, de la présence physique, du corps contre le monde. Cette méfiance s'étendait au-delà de la tactique. Mortarion avait une relation particulièrement tendue avec les psycheurs. La 14e Légion comptait peu de membres dotés de capacités psioniques, et ceux qui manifestaient de tels dons au cours de leur développement comme Astarte étaient systématiquement écartés de la chaîne de commandement. Pas exécutés. La Légion n'était pas barbare à ce point, mais assignée à des rôles où leur capacité ne serait jamais une variable tactique centrale. Mortarion lui-même n'expliqua jamais cette position de manière systématique dans les archives existantes. Les rares mentions directes qu'il en fit renvoyaient toujours, d'une façon ou d'une autre, aux seigneurs de guerre de Barbarus, à ces créatures des hauteurs qui utilisaient ce que les populations humaines des vallées identifiaient comme de la magie pour maintenir leur domination. Ce point est crucial pour comprendre la trajectoire qui suit. Le primarque, qui allait finir par gouverner une légion baignant dans la puissance du warp, serviteur d'un dieu de la corruption psionique absolue, était un homme qui haïssait profondément tout ce qui ne se réduisait pas à ce que le corps pouvait faire sans aide extérieure. La corruption à venir ne le changerait pas en quelqu'un de différent. Elle retournerait ses convictions les plus profondes contre lui de la manière la plus précise possible. La grande croisade avança. La Death Guard accumula ses victoires sans fanfare. Les Xénos cédèrent. Les impérias séparatistes humains capitulèrent ou furent réduits. Les mondes tombèrent dans l'ordre de l'impérium avec la même inévitabilité qu'un arbre renversé finit par toucher le sol. Pas rapidement, pas dramatiquement, mais certainement. Les tensions qui commençaient à structurer l'espace politique de la Grande Croisade touchèrent à la 14e Légion différemment des autres. Là où les Luna Wolves étaient au centre des intrigues de commandement, là où les Thousand Sons débattaient de la légitimité des pratiques psioniques, là où les Warbearers cherchaient frénétiquement un cadre idéologique pour leur loyauté. La Death Guard restait dans ses campagnes, absorbait, persistait, ignorait largement les politiques de palais qui consommaient l'attention de ses frères légions. Mortarion observait Horus.
Les archives de leurs interactions pendant cette période sont rares, mais suggestives. 2 primarches que tout semblait opposer, le Lupercal brillant et adaptatif, le Seigneur de la Mort, immuable et souterrain, qui partageait néanmoins quelque chose que les autres frères ne possédaient pas au même degré. Une conscience aiguë de ce que l'Imperium était réellement derrière ses proclamations. Une organisation de conquête, un empire bâti sur la violence institutionnalisée, justifié par une vision que ni l'un ni l'autre n'avait choisie. Ce terreau, cette désillusion contrôlée, jamais exprimée ouvertement, maintenue à distance par la discipline et par l'absence d'alternatives visibles, attendait une étincelle. Elle attendait quelqu'un qui viendrait proposer une alternative. Elle attendait Horus Lupercal, transformé et convaincant, porteur d'une trahison qui l'habillait en libération. Mais avant qu'Horus arrive avec ses arguments, un autre émissaire parlerait à Mortarion. Plus silencieux, plus patient, beaucoup plus ancien et beaucoup plus difficile à refuser pour un être dont la philosophie entière reposait sur la conviction que la souffrance pouvait être transcendée si on l'absorbait en quantité suffisante. La trahison de Mortarion ne ressembla pas à une trahison. C'est peut-être sa caractéristique la plus perverse, la façon dont, rétrospectivement, chaque étape semblait logique dans le cadre de la philosophie que le primarque avait portée depuis Barbarus. Il ne trahit pas par ambition, contrairement à certains de ses frères. Il ne trahit pas par idéologie religieuse, comme les Wordbearers qui avaient construit tout un système de croyances autour de la divinité de l'Horus transformé. Il trahit par cohérence, ou du moins parce qu'il ressemblait à de la cohérence vue depuis l'intérieur d'un esprit qui se corrompait lentement sans le savoir. Les premiers contacts de Mortarion avec les arguments de la rébellion passèrent par Horus lui-même, lors d'une série de rencontres entre primarches que les historiens post-hérésie ont tenté de reconstituer à partir de fragments d'archives, souvent contradictoires. Ce que ces reconstitutions s'accordent à établir, c'est que Horus n'approcha pas Mortarion avec des arguments idéologiques abstraits. Il l'approcha avec des griefs concrets. Le conseil de Nicaea, d'abord. La décision impériale de restreindre l'usage des psykers dans les légions Astartes, une décision que Mortarion avait ardemment soutenue, avait été suivie d'une application incohérente qui favorisait certaines légions et en contraignait d'autres de façon apparemment arbitraire. Aux yeux de Mortarion, cela illustrait le problème fondamental de l'Imperium. Des règles établies non pas pour être respectées, mais pour servir de prétexte à l'exercice d'un pouvoir centralisé. L'empereur disait une chose et en faisait une autre, et ceux qui avaient loyalement suivi les directives se retrouvaient désavantagés par rapport à ceux qui les avaient contournées avec suffisamment d'habileté. Ces arguments n'auraient peut-être pas suffi. Mortarion avait vécu avec la désillusion pendant des décennies. Il savait faire la distinction entre une irritation justifiée et une raison de retourner ses armes contre son père de sang. Ce qui bascula les calculs, selon les analyses inquisitoriales les plus rigoureuses, fut quelque chose de plus subtil que les arguments politiques d'Horus. Ce fut ce que Horus amena avec lui, ou ce qu'il permit à d'autres d'amener. Les pratiques occultes qui se répandaient dans l'entourage d'Horus pendant la période précédant l'hérésie étaient déjà documentées dans les rapports d'inquisiteurs qui ne survécurent pas à leurs investigations. Des contacts avec des entités du Warp, des promesses de puissance, des démonstrations ciblées, soigneusement calibrées pour les vulnérabilités psychologiques spécifiques de chaque primarque approché. Pour Magnus, la promesse de connaissance. Pour Fulgrim, la promesse de perfection. Pour Mortarion, et ici les archives sont particulièrement précises sur leur point de convergence, la promesse que la souffrance avait un terme. Pas une fin de la souffrance par sa suppression. Pas un paradis d'absence de douleur. Mortarion aurait rejeté cela avec mépris. Lui qui avait toujours enseigné que la capacité à souffrir était une vertu. La promesse était différente et plus raffinée. La souffrance pouvait être transcendée. Il existait un état au-delà de l'endurance ordinaire, un état où le corps absorbait tellement qu'il ne ressentait plus l'absorption comme une perte, mais comme une accumulation, où la corruption elle-même devenait une forme de plénitude. Qui transmit ce message précis à Mortarion? Dans quelles circonstances? Avec quelle démonstration à l'appui? Les archives divergent sur ces détails et au moins 3 versions différentes circulent dans les cercles inquisitoriaux. Ce qui importe, c'est que Mortarion l'entendit
et que quelque chose dans son architecture psychologique reconnut cette promesse comme la réponse à une question qu'il se posait depuis Barbarus. S'il y avait une limite à ce que le corps pouvait absorber, ou si cette limite pouvait toujours être repoussée davantage. Nurgle, patient comme seul peut l'être un dieu, dont l'essence est la permanence de la pourriture cyclique, n'avait pas besoin de convaincre Mortarion directement. Il lui suffisait de laisser les arguments s'installer, de laisser la philosophie du Primarque faire le travail préparatoire, de laisser Horus manipuler à son tour, planter les graines, et d'attendre que les circonstances créent un contexte où ces graines germeraient d'elles-mêmes. Mortarion rejoignit la rébellion. Il le fit avec la même approche qu'il appliquait à toutes les décisions importantes. Pas de proclamation dramatique, pas de discours aux archives. Un choix, suivi d'une exécution méthodique. Les officiers loyaux au sein de la 14e Légion furent identifiés, isolés et traités selon des protocoles que les rapports survivants décrivent avec une précision désolante. Certains refusèrent de se retourner contre l'Imperium et moururent. D'autres, la majorité, suivirent leur primarche, parce que suivre leur primarche était ce que des décennies de conditionnement avaient gravé en eux comme la seule réponse acceptable à un ordre direct. La 14e Légion, transformée en vecteur de trahison, se déplaça vers Istvan, vers ce qui allait devenir le bain de sang fondateur de l'hérésie, vers le moment où la mort cessa d'être une métaphore dans le nom de la Légion pour devenir son mode d'opération exclusif envers ses propres frères. La Death Guard s'apprêtait à tuer des Space Marines loyaux, des guerriers qu'elle avait combattus aux côtés depuis des décennies, des hommes qui portaient la même génétique transcendante, la même formation, la même conviction de servir quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le Primarque, qui avait libéré les vallées de Barbarus, allait désormais superviser un massacre sur une plaine de cendres radioactives. Ce rapport ne peut pas établir avec certitude ce que Mortarion ressentit pendant les heures qui précédèrent Istvan III. Les archives ne contiennent aucune trace de doute exprimé, aucun moment d'hésitation documenté, soit parce qu'il n'y en eut pas, soit parce que quelqu'un s'assura que ces traces ne survivront pas, soit parce que le Primarque avait déjà commencé, à un niveau qu'il n'identifiait pas encore lui-même, à être autre chose que ce qu'il avait été sur Barbarus. Le processus avait commencé. Nurgle n'était pas encore présent dans sa chair. Cela viendrait plus tard, dans des circonstances encore plus sombres. Mais la direction était fixée. Et les promesses d'un dieu de la pourriture, murmurées dans les corridors d'un vaisseau rebelle, attendaient leur moment de maturation avec la patience infinie des choses qui ne peuvent pas mourir. Istvan III fut une répétition. Les historiens qui cherchent à comprendre la mécanique de la trahison d'Horus ont parfois tendance à le traiter comme l'événement fondateur de l'hérésie. Et il l'est, en un sens, parce qu'il constitua le premier acte irréversible de violence fratricide à grande échelle. Mais Istvan III fut d'abord, dans sa conception, un exercice de purge interne. Les traîtres qui avaient rejoint Horus conservaient en leur sein des milliers de guerriers qui auraient refusé de tirer sur les armées de l'empereur si on le leur avait demandé directement. Ces guerriers devaient mourir. Istvan III était l'endroit où il mourait. La Death Guard contribua à cette purge. Des légionnaires que Mortarion avait jugés insuffisamment fiables, trop attachés à l'Imperium, trop susceptibles de remettre en question les ordres quand ces ordres impliqueraient de combattre des frères loyaux, furent désignés pour les forces du premier débarquement sur Istvan III. On leur dit qu'il s'agissait d'une mission de pacification contre une rébellion planétaire. Ils débarquèrent, ils combattirent, ils accomplissaient leur mission. Puis, les vaisseaux en orbite ouvrirent le feu sur eux. Les bombes à virus, la mort légendaire, des armes biologiques d'une sophistication qui n'aurait pas dû exister dans l'arsenal de l'Imperium, des vecteurs de contamination conçus pour transformer les corps en incubateurs accélérés d'agents pathogènes létaux, qui se répandaient par contact, par air, par la moindre perméabilité d'une armure endommagée. Les légionnaires que Horus et ses lieutenants avaient décidé d'éliminer moururent dans l'agonie sur les plaines d'Istvan III, tués par leurs propres frères depuis l'orbite. Ou auraient dû mourir. Certains ne moururent pas. Des résidus de loyauté se consolidèrent sur la surface dévastée.
sous la direction de commandants qui refusèrent de rester étendus sous les barils des canons de leur propre légion. Saul Tarvitz des Emperor's Children, Garro de la Death Guard, d'autres encore, des guerriers qui avaient survécu aux bombes à virus par hasard ou par résistance constitutionnelle et qui avaient choisi, dans le chaos de leur agonie, de rester debout. Nathaniel Garro. Ce nom mérite une attention particulière dans ce rapport. Capitaine du 7e bataillon de la Death Guard, Garro était exactement le type de guerrier que la purge d'Istvan visait à éliminer. Loyal à l'Imperium d'abord, loyal à la Légion ensuite, incapable de inverser cet ordre de priorité, même sous la pression directe d'un primarque. Il survécut aux bombes à virus. Il survécut au combat au sol sur Istvan III. Il finit par s'échapper à bord du vaisseau Eisenstein avec une poignée de survivants loyaux pour porter le message de la trahison vers Terra. Son départ constituait un échec pour Mortarion, un détail opérationnel mal géré qui aurait des conséquences durables. Mais dans le cadre de ce rapport, Garro importe surtout comme point de contraste. Il représente ce que la Death Guard était avant, ce qu'elle pouvait être, ce qu'elle avait choisi de ne plus être. Sa loyauté irréductible à l'Imperium, dans les mêmes circonstances qui avaient conduit son primarque à la rébellion, illustre que la chute de Mortarion n'était pas la chute inévitable de tous ses fils. Istvan V suivit. Le massacre du Détroit, cette opération d'une noirceur stratégique si absolue que même certains des commandants traîtres impliqués laissèrent des traces d'inconfort dans les archives, vit les légions rebelles tirer sur les forces loyales qui débarquaient pour les renforcer, les Iron Hands, les Raven Guard, les Salamanders, 3 légions piégées sur une plaine de descente, attaquées par ceux qu'elle venait soutenir. La Death Guard se battit à Istvan V avec la même méthodologie qu'elle avait appliquée pendant des décennies à la Grande Croisade. Elle avança, elle absorba, elle maintint la pression. La différence était que les corps qu'elle piétinait portaient le même Aquila qu'elle avait jadis porté avec fierté. Ce détail ne sembla pas ralentir les légionnaires de Mortarion. Les archives de survivants des Iron Hands décrivent les guerriers de la Death Guard avançant à travers des zones de feu concentrées avec la même indifférence qu'ils avaient toujours montrée, absorbant les impacts, continuant, tuant. Istvan fut concluant dans ses objectifs immédiats. 3 légions loyales réduites à des fragments. Le signal que l'hérésie était réelle et massive et ne pouvait plus être ignorée, envoyée trop tard pour être pleinement exploitée. Horus prit son armée vers Terra via un chemin long et délibéré. Des campagnes secondaires, des consolidations de positions, des actions destinées à maximiser les ressources disponibles pour l'assaut final. La Death Guard fut assignée à des opérations dans des secteurs qui traversaient, entre autres, les approches du couloir de Segmentum Solar. Des campagnes de nettoyage, des pacifications, des opérations qui, sur le papier, ressemblaient à des prolongements ordinaires de la doctrine Death Guard. Avancer, absorber, persister. Ces opérations les amenèrent dans le détroit d'Éther. Ce qui arriva dans le détroit d'Éther n'était pas prévu dans aucun plan de campagne. Ce n'était pas une opération militaire. Ce n'était pas une décision tactique. C'était quelque chose que ni Mortarion, ni aucun de ses officiers, ni aucun des stratèges d'Horus n'avait anticipé. Parce que personne n'avait intégré dans ses calculs la possibilité que le Warp puisse avoir des opinions sur le calendrier de la corruption d'une légion. La flotte de la Death Guard était en transit. Elle allait rejoindre les forces d'Horus. Elle était, à ce stade, une légion traître, mais pas encore une légion damnée. Des guerriers qui avaient choisi le mauvais camp, mais qui restaient, biologiquement, psychologiquement, ce qu'ils avaient toujours été. Humains augmentés, mortels, capables de souffrir de façon ordinaire. Ils étaient à 2 semaines de leur destination quand le détroit d'Éther commença à se fermer autour d'eux comme une main. Et Nurgle attendait à l'intérieur avec la patience infinie de quelqu'un qui avait préparé ce moment depuis très longtemps. La navigation Warp est, dans les meilleures circonstances, un acte de foi maintenu par la compétence des navigateurs et la flamme distante du phare astronomique. Dans les circonstances qui entouraient la flotte de la Death Guard à ce moment précis de l'hérésie d'Horus, les meilleures circonstances étaient une abstraction théorique sans rapport avec la réalité vécue à bord des vaisseaux de Mortarion.
L'Astronomicon, ce phare psychique émis depuis Terra par la volonté de l'empereur lui-même, était perturbé. Les tempêtes du warp que la montée des pouvoirs chaos générait dans les courants éthériques rendaient la navigation difficile, parfois impossible, dans certains corridors habituellement praticables. Les navigateurs de la Death Guard, des familles millénaires dont la capacité à percevoir les courants du warp constituait la seule garantie de survie de tout voyage supraluminique, signalaient des anomalies croissantes, des turbulences inhabituelles, des distorsions dans la géographie éthérique qui n'auraient pas dû exister dans ce secteur. Puis la flotte s'arrêta. Non pas s'arrêta dans le sens d'une décision de navigation, s'arrêta dans le sens où le warp refusa de la laisser passer. Les archives techniques survivantes des vaisseaux de la Death Guard, récupérées des épaves et partiellement déchiffrées par des techno-archivistes de l'Adeptus Mechanicus après l'hérésie, décrivent une situation que les ingénieurs navigants ne savaient pas nommer précisément. Les moteurs fonctionnaient, les calculs de navigation indiquaient une position correcte. La flotte avançait selon tous les instruments de mesure disponibles. Et elle n'allait nulle part. Le détroit des terres les avait, et Nurgle avait orchestré ce piège avec une finesse que même les spécialistes warp les plus sophistiqués auraient du mal à attribuer à un dieu souvent caricaturé comme paresseux et obèse. La corruption ne tomba pas d'un coup sur la flotte. Elle progressa, lentement, patiemment, comme une fièvre qui commence par un léger malaise et finit par dissoudre l'identité de celui qu'elle consume. Les premiers symptômes apparurent parmi les serviteurs humains à bord des vaisseaux, les techniciens non augmentés, les équipages de pont, les millions d'humains ordinaires sans l'armure génétique des Astartes. Des maladies dont les symptômes ne correspondaient à aucune pathologie répertoriée dans les bases de données médicales de la Légion. Des fièvres qui montaient, puis se stabilisaient sans tuer. Des lésions cutanées qui s'étendaient lentement, mais semblaient indolores. Des infections respiratoires qui rendèrent la respiration difficile sans l'interrompre. Les apothicaires de la Death Guard diagnostiquèrent une contamination de source inconnue et appliquèrent parfois les protocoles standards. Quarantaine, traitement, surveillance. Les protocoles standards ne produisirent aucun résultat. Les maladies continuaient leur progression méthodique à travers les corps des équipages humains. Puis, avec une vitesse croissante qui indiquait une adaptation aux défenses immunitaires de leurs hôtes, commencèrent à atteindre les Astartes eux-mêmes. Un Astartes ne tombe pas malade. Ce principe, ancré dans la biologie fondamentale des super-soldats impériaux, constituait l'une des certitudes les plus solides de la médecine légionnaire. Le génosème des Space Marines inclut des organes spécialisés, l'Aortic Kidney, l'oculobe, le sus en membrane et d'autres, dont une partie des fonctions vise précisément à prévenir les pathologies ordinaires qui déciment les humains non augmentés. Un Astartes pouvait être exposé à des environnements biochimiques hostiles et en sortir intact. La résistance aux maladies était constitutive de ce qu'était un guerrier Astartes. Sauf que ces maladies n'étaient pas ordinaires, elles n'étaient pas naturelles, et elles ne visaient pas le corps de manière conventionnelle. Elles visaient quelque chose de plus difficile à défendre que les tissus biologiques. Les guerriers de la Death Guard commencèrent à tomber malades, pas tous simultanément. La progression gardait sa logique de fièvre lente, s'établissant progressivement, choisissant ses vecteurs avec une cohérence qui suggérait une intelligence derrière le processus de contagion. Les premiers Astartes touchés présentèrent des symptômes qui, dans un contexte d'entraînement ordinaire, auraient été classifiés comme de la fatigue extrême, ralentissement des réflexes, baisse de la coordination motrice fine, douleur dans les organes secondaires. Puis, les symptômes physiques plus visibles. Des boursouflures sous les plaques de l'armure, des suintements à travers les joints, une odeur qui s'introduisait dans les espaces hermétriques malgré tous les systèmes de filtration. 49 jours. La durée documentée de l'emprisonnement de la flotte dans le détroit des terres varie légèrement selon les sources, entre 47 et 52 jours selon les différents journaux de bord récupérés. Mais le chiffre de 49 est celui qui revient le plus fréquemment dans les archives et dans les récits de la culture Death Guard post-hérésie, où il a pris une signification rituelle. 49 jours de fièvre. 49 jours de progression lente vers quelque chose que personne à bord ne savait encore nommer. Mortarion souffrit. Les archives sur ce point sont claires, le Primarque, dont la résistance constitutionnelle dépassait de loin celle de ses légionnaires,
fut néanmoins atteint. Les symptômes qu'il présentait reproduisaient, selon les témoignages de ses équipes médicales, ce qu'il avait ressenti lors de sa montée vers le pic le plus haut de Barbarus. Ce tremblement interne, ce sentiment de dommage constitutif qui ne se réparait pas complètement. Sauf que cette fois, l'exposition était continue et il n'y avait nulle part où descendre. Un primarque en agonie, piégé dans le warp, regardant ses guerriers tomber autour de lui dans une maladie que rien dans son arsenal médical ou philosophique ne pouvait arrêter. Pour un être dont toute l'identité reposait sur la conviction que la souffrance pouvait être transcendée par l'endurance, que le corps pouvait toujours être conduit plus loin si on lui en donnait l'ordre avec suffisamment de volonté. Pour cet être précis, la progression inexorable d'une corruption contre laquelle l'endurance ne servait à rien devait constituer la forme de désespoir la plus totale que l'univers pouvait lui infliger. Nurgle attendait. La plénitude de son offrande était prête. Il ne restait qu'un mot à prononcer. Calas Typhon, premier capitaine de la Death Guard, navigateur partiellement, une anomalie dans une légion qui considérait les psycheurs avec méfiance, expliquée par les besoins pratiques d'une flotte de guerre qui ne pouvait pas se passer de guidance warp. Un guerrier dont les archives pré-hérésie décrivent la loyauté à Mortarion comme absolue et dont les archives post-hérésie révèlent que cette loyauté avait une hiérarchie que le primarque lui-même ignorait. Typhon. Il sera plus tard connu sous le nom de Typhus, le héros de Nurgle, le porteur de la couronne des 7 septaines, était corrompu avant la flotte, avant Istvan, avant le choix de Mortarion. Les archives inquisitoriales, qui ont été en mesure de reconstituer sa trajectoire individuelle, établissent un contact avec des entités chaoïtes remontant à plusieurs décennies. Une dévotion secrète à Nurgle, maintenue derrière une façade de légionnaire exemplaire, avec une discipline qui témoigne soit d'une maîtrise psychologique remarquable, soit d'une corruption si complète qu'elle n'avait plus besoin de se cacher parce qu'elle était devenue la vérité centrale de son existence. C'est Typhon qui avait guidé la flotte dans le détroit des terres. Pas par incompétence, la distinction est capitale, par intention. Il connaissait les courants warp que sa légion ignorait, connaissait les endroits où le voile entre le réel et le warp était suffisamment mince pour que ce qui attendait de l'autre côté puisse se glisser dans les espaces entre les plaques d'armure et les filtres des recycleurs d'air. Il avait positionné la flotte précisément où Nurgle pouvait travailler. Pendant 49 jours, Typhon observa la progression de la maladie avec l'intérêt d'un archiviste qui vérifie que ses prévisions s'accomplissent. Il traita les symptômes qu'on lui présentait avec des remèdes qui ne guérissaient pas, qui maintenaient les malades en vie, mais ne bloquaient pas la progression de la corruption, qui préservaient les corps comme des incubateurs, jusqu'à ce qu'ils atteignent le stade de maturation voulu. Il rapportait à Mortarion. Il mentait avec précision, jamais en totalité, jamais d'une façon qui aurait provoqué l'enquête qu'il aurait exposée, juste assez pour maintenir l'espoir. Cet outil cruel que Nurgle utilise avec une maîtrise que les autres dieux du chaos ne possèdent pas au même degré. Le moment arriva. Les archives ne s'accordent pas sur sa forme exacte. Certains récits de la culture Deathguard le décrivent comme une vision de Mortarion dans les profondeurs de sa fièvre, d'autres comme un contact direct entre Typhon et le primarque à l'article de la mort. D'autres encore comme une communication qui traversa simultanément tous les guerriers de la Légion et qui se produisit dans l'espace entre le sommeil et l'éveil où les défenses psychologiques sont au minimum. Ce qui importe est la structure de l'échange, reconstituée depuis plusieurs sources convergentes. Mortarion était à l'extrême limite de ce que sa physiologie pouvait absorber. Pas mort, Nurgle n'avait aucun intérêt à le laisser mourir, la mort étant la seule chose que le dieu pourriture ne pouvait pas contrôler aussi facilement que la corruption, mais suffisamment diminuée pour que sa volonté, cette volonté de fer qui avait tenu Barbarus, tenu les décennies de campagne, tenu le choix difficile de la trahison, soit réduite à une flamme dans un couloir exposé au vent. La limite de l'endurance n'était pas une limite, c'était une porte, et ce qui se trouvait de l'autre côté de cette porte, ce n'était pas la mort, ni la capitulation. C'était une forme d'existence, où la corruption cessait d'être une agression externe et devenait une armure interne. Où la pourriture cessait de détruire et commençait à préserver. Où chaque agent pathogène qui avait tué pendant 49 jours
devenait une partie de l'organisme plutôt que son ennemi. Pour un être qui avait toujours cherché à repousser les limites de ce que le corps pouvait absorber, qui avait consacré son enfance à s'exposer délibérément aux toxines pour renforcer sa résistance, cette promesse atteignait quelque chose de fondamental. Non pas la trahison de ses valeurs, mais leur accomplissement ultime. Mortarion ne céda pas par faiblesse. Il céda parce que Nurgle lui offrit exactement ce qu'il avait toujours voulu, reformulé dans les termes de la corruption plutôt que ceux de la résistance. Typhon ouvrit la porte. Les détails de ce rituel, les mots qu'elle prononçait, les actions accomplies, le rôle précis du premier capitaine dans la médiation entre son primarque mourant et l'entité Warp qui l'attendait, constituent l'un des dossiers les plus classifiés de l'Inquisition. Conservés dans des archives dont l'accès nécessite une autorisation qui n'existe que sous 5 formes dans toute l'organisation. Ce qui est établi, c'est le résultat. Le contact fut établi. La maladie qui consumait la Death Guard depuis 49 jours ne s'arrêta pas. Elle se transforma. Les corps qui se décomposaient cessèrent de mourir et commencèrent à changer. Les bubons qui se formaient sous les armures cessèrent de signifier la fin de quelque chose et commencèrent à signifier le début d'autre chose. Les guerriers de la Death Guard ne guérirent pas, ils devinrent. Et dans les profondeurs de la flotte, Mortarion prononce les mots qui font de lui le champion éternel de Nurgle. Pas forcément à voix haute, pas nécessairement sous une forme ritualisée reconnaissable, peut-être simplement en cessant de résister, en laissant la porte être ouverte, en décidant que si c'était là la limite, il allait passer au-delà. Nurgle rit, et son rire ressemblait à la joie d'un père qui voit un fils revenir à la maison. La transformation de la Death Guard ne fut pas instantanée. Cette précision importe contre les représentations populaires qui imaginent une légion entière changeant de nature en une flash de lumière verte et de corruption soudaine. La réalité documentée et les archives des apothicaires Astarte qui survécurent à la période en tant que témoins captifs ou prisonniers de guerre possèdent une valeur inestimable ici. Est un processus qui dura des heures, peut-être des jours pour certains individus. Un processus douloureux, non linéaire, différent pour chaque légionnaire selon sa physiologie, sa psychologie et, ce qui est troublant à documenter, selon quelque chose que les analystes inquisitoriaux peinent à nommer autrement que sa disposition à être aimé par Nurgle. Car Nurgle aime ce qu'il corrompt. C'est là l'aspect de ce dieu qui déconcerte le plus les analystes habitués au framework simple de la malveillance chaotique. Khorne veut la destruction. Tzeentch veut le changement. Slaanesh veut l'excès. Nurgle. Et la Death Guard est l'illustration la plus exhaustive de ce principe dans toute l'histoire de l'hérésie et de ses suites. Nurgle veut que ses enfants soient heureux. Sa vision de la bonne heure est la corruption totale, mais la corruption vécue non pas comme une violence imposée de l'extérieur, mais comme une acceptation intérieure. Il ne brise pas ses champions. Il les convainc que ce qu'il leur fait est une grâce. Les guerriers de la Death Guard émergèrent de leur 49e jour de fièvre en étant biologiquement autre chose que ce qu'ils avaient été. Les armures qui les contenaient, des Terminator Cataphractii pour les unités d'élite, des Mark III et IV pour les légionnaires ordinaires, fusionnèrent partiellement avec les chairs qui les portaient. Non pas dans le sens d'un accident de matière, mais dans le sens d'une intégration fonctionnelle. Le métal et la chair devinrent complémentaires de façon que la biologie ordinaire ne permettait pas, que l'ingénierie standard ne pouvait pas reproduire, que les techs marines de la Légion observaient avec un mélange d'horreur professionnelle et d'incompréhension totale. Les bubons qui avaient signalé la progression de la maladie ne disparurent pas. Ils se stabilisèrent, ils s'intégrèrent à l'anatomie des guerriers comme des organes secondaires, développant des fonctions que les apothicaires capturés mirent des années à commencer à comprendre. Certains semblaient jouer un rôle dans la production de spores biologiques, des agents de contamination que le guerrier exhale passivement avec chaque respiration, un vecteur d'infection vivant. D'autres semblaient liés au système nerveux de façon à moduler la réception de la douleur. Pas à la supprimer, car les guerriers de la Death Guard ressentirent toujours la douleur, mais à la dissocier de la signification fonctionnelle qu'elle avait pour tout autre être. La douleur devenait information neutre plutôt que signal d'arrêt.
Cette dernière caractéristique constitue peut-être la plus terrifiante de toutes les propriétés documentées des Death Guard transformés. Un guerrier ordinaire, Astartes ou non, qui reçoit des dommages suffisants, ralentit. Son cerveau, même augmenté, intègre la douleur comme signal que le corps approche de ses limites. Les Death Guard post-transformation ne ralentissaient plus pour cette raison. Ils continuaient non pas parce qu'ils ne ressentaient pas la douleur, mais parce que la douleur ne leur disait plus ce qu'elle est supposée dire à un organisme qui veut survivre. La puanteur fut le premier signe que les forces impériales, qui rencontrèrent les Death Guard transformés, identifièrent comme marqueur d'une différence qualitative. Les rapports de terrain antérieurs à la transformation décrivent une légion qui fonctionnait avec la précision mécanique d'une force militaire professionnelle. Les rapports postérieurs, et ils sont nombreux, chacun plus perturbant que le précédent dans sa terminologie, décrivent quelque chose que les officiers de terrain peinent à qualifier avec les outils du vocabulaire militaire standard. Ils avancent toujours, ils tirent toujours avec précision, ils exécutent des manœuvres tactiques reconnaissables, mais ils laissent derrière eux des traces biologiques qui contaminent les positions qu'ils ont occupées. Et les soldats qui combattent dans ces positions commencent à développer des symptômes après un nombre variable d'heures d'exposition. Ils étaient devenus une arme biologique vivante qui ne savait pas qu'elle l'était, ou qui le savait et le considérait comme une bénédiction plutôt qu'une malédiction. Les deux options présentes dans les archives de la Death Guard post-transformation, les champs de guerre récupérés sur des vaisseaux capturés, les graffitis gravés dans les cloisons des vaisseaux convertis en temples de la pourriture, suggèrent que la seconde hypothèse est la plus juste. Les légionnaires de Mortarion chantaient leur transformation. Pas avec l'extase hystérique des servants de Slaanesh, ni avec la violence nihiliste de ceux qui servaient Khorne. Avec une gratitude calme et troublante, comme des gens qui ont enfin trouvé un foyer après des siècles de marche. Les Plague Marines, c'est le nom que la culture du chaos allait leur donner, et qu'ils allaient adopter avec la même indifférence qu'ils adoptaient tout, avaient une mémoire complète de ce qu'ils avaient été. Ce point est établi par de multiples sources et mérite d'être souligné contre les reconstructions qui présentent la corruption chaoïte comme un effacement de la personnalité précédente. Les Death Guard savaient qui ils avaient été. Ils se souvenaient de la Grande Croisade, des victoires sur les mondes inconnus, du temps avant la fièvre, et ils trouvaient que ce qu'ils étaient maintenant était mieux. C'est là que la vision de Nurgle accomplit quelque chose que les autres puissances du chaos ne peuvent pas reproduire. Elle ne demande pas à ses enfants de renier leur passé. Elle leur dit que leur passé était le chemin vers ce qu'ils sont maintenant, que toute leur endurance, tout leur entraînement, tous les dommages absorbés étaient une préparation à ce moment de transformation. La corruption comme accomplissement, la pourriture comme récompense. Et au centre de tout cela, Mortarion se tenait transfiguré, regardant ses fils devenus autre chose et reconnaissant dans cette chose l'aboutissement de ce qu'il avait voulu créer sur Barbarus. Des guerriers impossibles, mais impossibles à tuer. Des soldats qui continuaient quoi qu'on leur infligeât. Des corps qui absorbaient au-delà de toute limite imaginable et se relevaient encore. Il avait réussi. Juste pas de la façon dont il avait prévu. La transformation de Mortarion lui-même fut distincte de celle de ses légionnaires. Plus longue, plus profonde, plus irréversible dans ses implications cosmiques. Un Primarque n'est pas un Astarte amplifié. Un Primarque est quelque chose de fondamentalement différent dans sa nature. Une entité créée par l'empereur avec une intention qui impliquait une connexion au Warp plus profonde que n'importe quel guerrier de ligne ne pouvait posséder. Corrompre un Primarque n'était pas seulement corrompre un individu exceptionnel. C'était reconfigurer un nœud du tissu psychique de l'humanité. Nurgle investit dans cette transformation une attention que les entités du Warp ne consacrent pas normalement aux détails. Les archives sur la métamorphose de Mortarion en démon Primarque, compilées depuis des sources aussi diverses que les visions documentées de psycheurs qui approchèrent trop près du processus et des inscriptions récupérées sur les murs de la chambre privée de Mortarion après la bataille de Terra, décrivent un être qui ne changea pas rapidement, mais se réécrivit lentement, couche par couche, depuis la physiologie jusqu'à la psychologie, jusqu'à la nature ontologique. Sa stature avait toujours été démesurée, même parmi les primarches. Elle le demeura amplifiée,
Ses ailes, l'attribut le plus immédiatement reconnaissable du Mortarion transfiguré, ses membranes chitineuses et déchiquetées qui s'étendaient depuis ses épaules, dans une parodie nauséabonde des représentations d'anges que l'Imperium utilisait pour iconographier ses propres héros, se développèrent non pas comme des ajouts, mais comme des excroissances organiques de sa propre chair corrompue. Elles sont documentées comme fonctionnelles, Mortarion volume, mais aussi comme vecteurs biologiques actifs, disséminant en permanence les spores des 72 maladies bénies dans l'atmosphère qu'il traverse. Son outil de guerre principal, la faux silence, une arme dont les archives décrivent les origines comme remontant à ses combats sur Barbarus, modifiée et augmentée au cours des décennies suivantes, fut elle aussi transfigurée. L'arme qui avait tué des seigneurs de guerre dans les hauteurs empoisonnées d'un monde oublié devint quelque chose que les forges ordinaires ne pouvaient pas analyser, dont les blessures ne cicatrisaient pas selon les lois biologiques ordinaires, dont le contact avec un Astarte loyal produisait des effets que les apothicaires de combat documentaient avec une terminologie de plus en plus inadéquate à la réalité observée. La psychologie de Mortarion transfiguré constitue peut-être l'aspect le plus difficile à analyser de toute son histoire. Les entités Warp qui servent Nurgle comme champion, les Demon Prince, les héros, les grands maîtres de la pourriture, perdent généralement, au fil des siècles de service, ce qui ressemblait à une intériorité humaine discernable. Leur conscience se dilue dans la substance du Warp, et ce qui reste pense en termes que les humains ne peuvent plus suivre. Mortarion, selon les rares sources qui eurent un contact suffisamment direct pour documenter quoi que ce soit d'utilisable, conserva quelque chose de plus reconnaissable plus longtemps. L'amertume. C'est le terme que les sources convergentes utilisent le plus fréquemment pour décrire la qualité émotionnelle dominante du démon Primarque pendant les siècles suivant sa transformation. Pas la rage, Khorne possède ce domaine avec une efficacité que Nurgle n'essaie pas d'égaler. Pas la joie éclatante, même la joie corrompue de Nurgle semblait atteignable pour Mortarion seulement par intermittence et de façon superficielle. L'amertume, une combinaison de résignation accomplie, de conscience aiguë de ce qui avait été perdu, et d'engagement à continuer malgré cette conscience. Il n'oublia pas l'Imperium, il n'oublia pas son père. Les archives d'Esgard post-hérésie, compilées depuis des sources qui incluent des inscriptions récupérées sur des vaisseaux capturés pendant les siècles suivants, montrent un primarque qui pensait encore à l'empereur avec une régularité qui frappait même ses propres lieutenants. Pas avec amour. Ce qui avait ressemblé à de l'amour filial dans les décennies de la Grande Croisade s'était transformé en quelque chose de bien plus corrosif, avec une fixation qui ressemblait à du ressentiment, mais qui était peut-être, à un niveau plus profond, quelque chose qui ne possède pas de nom simple dans la langue de l'Imperium. Mortarion avait demandé à être la dernière étape avant Terra. Horus lui avait accordé ce rôle. Il y avait là, dans cette demande et dans son acceptation, une symétrie dramatique que ni l'un ni l'autre ne semblait avoir pleinement conscientisée. Un fils voulant apporter à son père les preuves de ce qu'il était devenu, voulant que le Créateur voie sa création dans son état ultime. La psychologie de cette demande appartient à des registres qui dépassent ce que ce rapport peut documenter avec la rigueur requise. Terra approchait, la Death Guard avançait, et pour la première fois depuis Barbarus, Mortarion allait voir son père de nouveau. Mais ni l'un ni l'autre ne ressemblaient plus à ce qu'ils avaient été lors de leur première rencontre dans les hautes terres empoisonnées. Ce que le second fils prodige apporterait à la porte de son père dépasserait de loin ce que même les pires anticipations des défenseurs de Terra avaient pu projeter. Le siège de Terra dura 229 jours selon les décomptes les plus soigneusement établis par les chronologistes post-hérésie, un chiffre contesté dans ses détails, mais solidement ancré dans ses dimensions générales. Pendant cette période, la Death Guard constitua l'un des principaux bras opérationnels du siège, et les méthodes qu'elle déploya représentent certains des chapitres les plus sombres de ses archives. La doctrine Death Guard, transcrite dans le mode de guerre de la Légion corrompue, n'avait pas changé dans sa logique fondamentale. Avancer, absorber, persister. La différence était que les corps qui absorbaient désormais ne ressemblaient plus aux guerriers qui avaient pacifié les mondes de la Grande Croisade, et que ce qu'ils exhalaient en avançant transformait les zones de combat
en environnement biologique actif, hostile à tout ce qui n'était pas déjà corrompu par Nurgle. Les défenseurs de Terra, les Fistes impériaux et les légions loyales qui formaient le noyau de la résistance, augmentés par les armées de la garde et par tout ce que les forges encore fonctionnelles pouvaient produire, développèrent des protocoles de réponse spécifiques aux unités Death Guard, des équipements de protection biologique supplémentaires, des zones de décontamination entre les lignes de front, des unités médicales spécialisées pour traiter les symptômes que le contact avec les spores des plagues marines produisait chez les soldats exposés. Ces mesures ralentissaient la progression de la contamination sans l'arrêter. Les archives de la défense de Terra contiennent des descriptions d'engagement dans les tunnels sous Hive et les corridors de transit des niveaux inférieurs de la ville-monde qui constituent une lecture particulièrement difficile, même pour les archivistes inquisitoriaux entraînés à documenter des horreurs. Des combats dans des espaces confinés contre des guerriers qui ne mouraient même pas selon les paramètres ordinaires, qui continuaient à avancer avec des blessures qui auraient tué tout Astartes ordinaire, qui laissaient derrière eux des corridors si saturés de spores biologiques que les unités qui les empruntaient ensuite devaient traiter les soldats comme contaminés avant même de confirmer un contact direct. Mortarion lui-même opéra sur les champs de bataille de Terra. Les sources documentant ses actions personnelles pendant le siège sont fragmentaires. Les témoins directs de ses engagements personnels tendaient à ne pas survivre pour témoigner. Mais les effets de sa présence sont mesurables dans les rapports de décontamination post-combat et dans les archives des unités qui lui furent opposées. Les zones où Mortarion combat personnellement présentent des taux de contamination biologique qui restèrent détectables pendant des décennies après la fin du siège. Malgré les efforts intensifs de purification, il chercha son père. Ce point est établi par plusieurs sources indépendantes et constitue l'un des éléments les plus psychologiquement complexes du siège. Mortarion demanda à ses officiers des rapports sur la localisation de l'empereur. Il orienta ses opérations vers les secteurs qui semblaient les plus susceptibles de conduire à ce contact. Que cette recherche était consciente et délibérée, ou qu'elle reflétait quelque chose d'instinctif gravé dans la nature profonde d'un être créé par l'empereur et maintenant fondamentalement opposé à lui, les archives ne permettent pas de trancher. Le contact n'eut pas lieu. Le siège de Terra se brisa sur la mort d'Horus. Quand le Lupercal tomba, tué par l'empereur dans le duel final à bord du vaisseau de commandement de la rébellion, quelque chose changea dans la dynamique de la bataille avec la soudaineté d'un courant warp qui s'inverse. Les forces traîtres se désintégrèrent dans leur cohérence opérationnelle. Les légions rebelles se retirèrent ou furent repoussées. L'impulsion qui avait porté le siège pendant 229 jours cessa de fournir la direction nécessaire. La Death Guard se retira. Dans la désorganisation de la retraite générale, dans l'espace de confusion tactique et de décisions prises sous pression extrême, quelque chose d'important ne se produisit pas. Mortarion ne mourut pas lors du siège de Terra. La porte tint. L'impérium tint. Et les fils de Nurgle, invaincus dans le sens technique du terme, se replièrent vers l'obscurité d'un univers où ils allèrent trouver d'autres façons de prouver ce qu'ils étaient prédevenus. L'œil de la terreur les attendait. Nurgle avait des projets pour ses enfants préférés, et des millénaires s'ouvraient devant eux, remplis de guerre, de peste, et de ce que Nurgle appelait, dans le seul langage qu'il possédait, de la compassion. L'œil de la terreur n'est pas un espace dans le sens où l'entend la physique ordinaire. C'est une cicatrice dans le tissu de la réalité, une zone où le warp et le monde matériel se superposent avec une densité suffisante pour que les lois qui gouvernent l'un contaminent constamment celles qui gouvernent l'autre. Un espace où le temps ne s'écoule pas de façon linéaire, où les distances ne correspondent à aucune géographie cohérente, où des entités qui ne pourraient pas exister dans l'espace réel trouvent une permanence suffisante pour construire des empires. C'est là que la Death Guard s'établit après le siège de Terra. Pas immédiatement, les décennies suivant l'hérésie constituent une période documentairement difficile, les sources étant rares et souvent de fiabilité douteuse. Mais le processus de consolidation est établi. Les flottes traîtresses, chassées de l'espace impérial par les campagnes de purge de l'unification, se replièrent progressivement vers l'œil, y établissant des bases de puissance qui seraient impossibles à déloger de l'extérieur. La Death Guard construisit sur les mondes de l'œil une civilisation, si ce mot peut s'appliquer à ce qu'elle créa,
qui reflétaient sa nouvelle nature. Des forteresses dont les murs exudaient des substances biologiques qui servaient à la fois d'armure et de système d'alarme. Des espaces de culte dédiés à Nurgle, où les rituels de transformation étaient pratiqués sur des captifs, des recrues volontaires, des mutants attirés vers les légions traîtresses depuis les marges de l'humanité. Des forges d'armes biologiques dont les productions, les pestes et maladies codifiées que la Death Guard allait déverser sur l'Imperium pendant les siècles suivants, portaient des noms que même les archives inquisitoriales hésitent à reproduire par crainte de donner une permanence documentaire à des horreurs qui n'en méritent pas. Mortarion gouvernait cet empire de la pourriture depuis une demeure que les sources appellent « planète de sorciers ». Une désignation qui était originellement le nom du monde de Magnus le Rouge, mais que la Death Guard s'appropria d'une façon sur laquelle les archives convergent sans fournir d'explications satisfaisantes. Cette demeure est décrite dans les témoignages de prisonniers qui en revinrent. Une minorité si petite qu'elle constitue presque une anomalie statistique, comme un endroit où la réalité elle-même semblait malléable selon les humeurs de son maître, où les saisons changeaient selon les phases de corruption de Nurgle, où l'air portait en permanence une qualité particulière d'impossibilité biologique. Ce que Mortarion faisait de ses millénaires dans l'œil, ses projets à long terme, sa vision de ce que la Death Guard devait accomplir, ses pensées sur l'Imperium qu'il avait contribué à presque détruire et qui avait survécu, est l'une des questions que les archives ne peuvent pas résoudre de façon satisfaisante. Les déductions restent possibles depuis les actions documentées. Des raids sur des systèmes impériaux, des largages de vecteurs biologiques sur des mondes habités, des opérations de recrutement dans les espaces marginaux. Tout cela indique un intérêt maintenu dans la destruction de l'Imperium, mais pas l'intérêt pressé d'un général cherchant une victoire rapide. Plus quelque chose qui ressemblait à de la patience. La patience de Nurgle, la conviction que l'entropie finit toujours par gagner, que les corps se décomposent, que les empires pourrissent, que même l'Imperium le plus résistant finira par se dissoudre si on lui applique suffisamment longtemps et régulièrement les bonnes pressions biologiques. Les légions de traîtres qui partageaient l'œil avec la Death Guard maintenaient avec elle des relations qui oscillaient entre alliances tactiques et rivalités ouvertes. Les Worldbearers, avec leur idéologie religieuse chaotique, trouvaient dans les méthodes de la Death Guard quelque chose d'insuffisamment dramatique pour leur goût. Les Emperor's Children, dans leur obsession sensorielle, ne partageaient aucun terrain commun avec des êtres qui avaient dissocié la sensation de sa signification. Les World Eaters, dans leur violence perpétuelle, coexistaient sans se comprendre avec des guerriers qui se battaient non pas par rage, mais par méthodologie. La Death Guard était la légion la plus stable de l'œil. Cette stabilité venait de Nurgle, de la nature particulière de cette puissance chaoïte qui préserve ce qu'elle corrompt plutôt que de le consumer. Là où les autres légions traîtresses connaissaient des fragmentations, des rébellions internes, des cycles d'ascension et de chute de champions, la Death Guard maintenait quelque chose qui ressemblait à une structure cohérente, à une hiérarchie fonctionnelle, à une identité collective persistante. Elle attendait son retour. Et ce retour, quand il viendrait, porterait un nom que les annales de l'Imperium n'étaient pas encore prêts à entendre. Une légion n'est pas un primarque. Elle est la somme de ses guerriers, de ses champions, de ses héros qui accumulent les victoires et les cycles de service jusqu'à devenir des entités en soi, des personnalités de guerre dont les noms voyagent devant eux comme une deuxième infection avant même le contact physique. La Death Guard produit ses champions avec une régularité qui reflète la générosité particulière de Nurgle envers ceux qui le servent avec suffisamment de dévotion. Typhus, Calas Typhon transfiguré, est le premier et le plus documenté. Le héros de Nurgle, porteur de la couronne des 7 septaines, cette coiffure vivante de mouches et de spores condensés qui constitue un artefact warp d'une puissance que les analystes inquisitoriaux classifient au niveau extremis. Typhus et son vaisseau, le Terminus Est, un croiseur de guerre dont l'histoire est aussi longue que l'hérésie elle-même, sillonne les espaces entre l'œil et l'Imperium depuis des millénaires, larguant des flottes de désolation sur des systèmes qui n'avaient commis d'autres crimes que d'exister dans les couloirs de navigation connus. Sa relation avec Mortarion est une des plus complexes et des moins bien documentées de toute la littérature post-hérésie. Les deux êtres se doivent mutuellement plus qu'ils ne voudraient l'admettre. Mortarion son don à Nurgle. Typhus
l'accès au Primarch, qui fait de lui plus qu'un simple héros de Légion. Les archives qui survivent au moment de leurs interactions directes, rares et de provenance discutable, suggèrent une tension qui n'est jamais résolue. Deux êtres qui ont besoin l'un de l'autre et ne se font pas confiance, liés par une trahison partagée qu'aucun des deux ne peut défaire. Kugat Plakfat, techniquement un grand démon de Nurgle, plutôt qu'un guerrier de la Death Guard, mais si intimement lié à ces opérations que la distinction devient ténue dans la pratique, est l'architecte biologique de certaines des pestes les plus dévastatrices que la Légion a déployées contre l'Imperium. Les archives inquisitoriales sur ces créations constituent un catalogue d'horreurs médicales que les bioalchimistes impériaux ont parfois passé des générations à essayer de contrer. La relation de Kugat avec Nurgle est documentée comme tendue dans une façon spécifique. Le grand démon cherche à créer la maladie parfaite, celle qui convertirait Nurgle lui-même. Et cette quête obsessionnelle structure toutes ses autres actions. Les champions corrompus, les guerriers anonymes de la Death Guard, qui ont survécu suffisamment longtemps et absorbé suffisamment de faveurs nurgliques pour développer des mutations qui les distinguent de leurs frères légionnaires, forment une strate de l'organisation de la Légion que les archives impériales documentent depuis des rapports de terrain. Des êtres qui ont cessé de ressembler à des Astartes reconnaissables, qui portent quand leur armure fusionnée à leur chair comme une seconde peau, dont les armes et les corps sont devenus indiscernables dans leur fonctionnement. Les Blight Lord Terminators, les unités d'élite de la Légion, héritières des honneurs de la tradition cataphractie de la Grande Croisade, représentent les guerriers les plus transformés accessibles à une identification documentaire. Leurs armures Terminator ne sont plus des armures dans le sens conventionnel. Elles sont des organismes composites, mi-métal, mi-chair, dont la maintenance ne nécessite pas de tech marines ordinaires, mais des rituels biologiques que la Légion exécute avec la régularité liturgique d'une cérémonie religieuse. Les Death Shroud Terminators méritent une mention particulière dans ce rapport. Ces guerriers constituent la garde personnelle de Mortarion, une unité dont la sélection, l'entraînement et le service sont enveloppés dans un niveau de secret qui dépasse même les standards habituels de la Légion. Les témoignages qui les décrivent au combat convergent sur une caractéristique particulière. Ils ne parlent jamais. Pas de cris de guerre, pas de communication tactique verbale, une présence silencieuse de mort certaine qui accompagne leur primarche et que les commandants impériaux qui ont fait face à la Death Guard placent systématiquement en tête de liste des unités à cibler en priorité. Et que la Death Guard protège en conséquence. Ces champions et leurs légions font de la Death Guard une menace permanente que l'Imperium ne peut pas ignorer même dans ces périodes de consolidation. Mais la menace la plus directement documentée des récents millénaires porte un nom que les analystes de l'Imperium écrirent avec des précautions particulières. La Plague War. Le retour des fils de Nurgle dans l'espace réel à une échelle qui n'avait pas été vue depuis le siège de Terra. Et quelque part dans les systèmes qui vont être les premiers touchés, les défenseurs se préparent, sans savoir encore ce qui vient vraiment. L'Indomitus Crusade, cette campagne de reconquête et de réaffirmation de l'autorité impériale déclenchée par Roboute Guilliman après son réveil de la mort suspendue, avait stabilisé suffisamment de secteurs pour créer l'illusion, dangereuse comme toutes les illusions dans l'Imperium, que la situation était sous contrôle. Cette illusion ne survécut pas à ce que les archives appellent la cicatrice, cette déchirure dans le tissu de la réalité warp, qui coupe l'Imperium en deux et dont les effets continuent de se faire sentir. Dans ce contexte de fragilité structurelle maximale, les signaux d'une activité accrue autour des zones de transition vers l'œil de la terreur commencèrent à apparaître dans les rapports du Departamento Munitorium avec une fréquence croissante. Des systèmes frontières qui perdaient ou partaient le contact. Des planètes dont les rapports de Vox devenaient erratiques puis cessaient. Des vaisseaux de scouting qui ne revenaient pas. La cartographie des incidents, établie rétrospectivement par des analystes inquisitoriaux, forma un schéma qui pointait vers une chose précise. Quelque chose approchait du système Ultramar. Ultramar. La 500 mondes de Roboute Guilliman. Le cœur de la tradition Astartes loyaliste. Le symbole le plus fort de ce que l'Imperium pouvait réaliser dans ses meilleurs moments. En termes de cible symbolique pour une démonstration de force de la Death Guard, Ultramar était le choix
qui faisait sens à un niveau que les stratèges ordinaires n'atteignaient pas. Ce n'était pas seulement une agression militaire, c'était une déclaration. Les Plague Wars commencèrent par des contaminations biologiques à l'échelle planétaire dans les systèmes périphériques d'ultramar. Des agents pathogènes d'une sophistication reconnaissable comme produits de laboratoire warp plutôt que de mutations naturelles. Des maladies conçues pour progresser selon des calendriers précis, pour résister aux agents biomédicaux standards impériaux, avec une spécificité suggérant que leurs créateurs avaient accès à des données détaillées sur les protocoles médicaux ultramarins. Ce dernier point constitua l'une des premières inquiétudes des analystes inquisitoriaux. La Death Guard ne se battait pas en aveugle. Elle avait des informations. Mortarion commandait personnellement. Après des millénaires dans l'œil de la terreur, le démon Primarque était sorti dans l'espace réel avec suffisamment de son armée pour constituer un groupe d'armées d'une taille que l'Imperium n'avait pas vue depuis l'hérésie. Ces Plague Marines avancèrent dans Ultramar selon les principes mêmes que la Légion avait appliqués pendant la Grande Croisade. Établir le contact, absorber la résistance, maintenir la pression, attendre l'effondrement. La même doctrine. Des corps différents. Une patience qui avait eu 10 000 ans pour atteindre sa forme la plus pure. La résistance ultramarienne était formidable. Les Space Marines sous commandement de Guilliman n'étaient pas les légions en désarroi que Mortarion avait massacrées à Istvan. Ils étaient organisés, équipés des nouvelles technologies primaris que les forges de Belisarius Cawl avaient développées, commandées par un primarque revenu qui connaissait Mortarion personnellement, qui avait combattu à ses côtés pendant les décennies de la Grande Croisade, qui comprenait sa psychologie de façon que peu d'autres commandants pouvaient espérer. Les deux primarques se retrouvèrent. Les archives de ces rencontres directes sont parmi les mieux documentées de la période. Les états-majors des deux camps avaient assez de témoins et assez d'intérêt pour s'assurer qu'un enregistrement soit maintenu. Guilliman et Mortarion se battirent, parlèrent dans les termes particuliers de deux êtres qui ont partagé des décennies de fraternité avant des millénaires d'opposition, et aucun des deux ne réussit à détruire l'autre. Les Plague Wars durèrent des années. Les contaminations biologiques furent graduellement contenues par un effort médical et militaire à une échelle que même l'Imperium de l'époque du Croisade aurait trouvé exceptionnelle. Les forces de Mortarion furent repoussées, pas détruites, jamais détruites, mais repoussées, leur progression arrêtée, leur présence dans l'espace réel, rendue non viable par une résistance soutenue. Ce n'était pas une victoire dans le sens habituel. Ultramar était blessé, des millions morts, des systèmes entiers devant être purifiés pendant des décennies. Et la Death Guard, une fois de plus, s'était retirée sans avoir été vaincue au sens fondamental du terme. Elle était rentrée, elle attendait, comme elle avait toujours attendu. Comme Nurgle lui avait appris à attendre, parce que Nurgle savait quelque chose que l'Imperium refusait d'admettre, que les civilisations aussi se décomposent si on est patient. Ce rapport s'achève non pas par une conclusion dans le sens conventionnel. La Death Guard n'a pas de conclusion, elle persiste, mais parce que les archives accumulées permettent de dire sur la question fondamentale que tout cela pose. Qu'est-ce que la Death Guard représente dans l'économie des horreurs qui peuplent le 41e millénaire? La réponse n'est pas simple, et les chercheurs inquisitoriaux qui ont tenté de la réduire à une formule simple ont systématiquement produit des analyses insuffisantes. La Death Guard n'est pas simplement une légion de traîtres qui a choisi la corruption par ambition ou par faiblesse. Elle n'est pas non plus une simple métaphore du vieillissement et de la mort, aussi tentante que cette lecture puisse être. Elle est quelque chose de plus précis et de plus troublant. Elle est la démonstration que la corruption peut se déguiser en accomplissement. Mortarion ne crut jamais avoir trahi ses valeurs. Il crut les avoir approfondies. Toute sa philosophie, l'endurance comme vertu, la souffrance comme information, la résistance comme identité, était toujours présente dans ce qu'il était devenu après Nurgle. Réarrangé, réinterprété, retourné dans un sens qui produisait des monstruosités plutôt que des libérateurs, mais reconnaissable dans sa structure. La corruption nurglique n'avait pas eu besoin de briser Mortarion. Elle avait eu besoin seulement de lui proposer une direction légèrement différente pour les convictions qu'il portait déjà. C'est là ce qui distingue Nurgle des autres puissances chaotiques dans l'analyse des vecteurs de corruption. Khorne brise, Tzeentch manipule, Slaanesh séduit par l'excès,
Norg le convainc, par une promesse qui porte en elle une vérité partielle suffisamment reconnaissable pour que le piège ne se voie pas clairement jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour reculer. La promesse nurglique à Mortarion était réelle dans ces termes. Son endurance fut amplifiée au-delà de toute limite humaine. Son corps ne peut plus mourir par les moyens ordinaires. Ces légionnaires partagent cette permanence. La Death Guard est, dans un sens strictement factuel, la légion la plus difficile à détruire de toute l'histoire militaire humaine. Nurgle tint sa promesse, ce qu'il n'avait pas précisé, ce que Mortarion n'avait pas demandé, soit parce qu'il ne l'avait pas anticipé, soit parce que quelque chose dans lui ne voulait pas entendre la réponse. C'est le prix de cette permanence. L'endurance infinie nécessite un vecteur. Le corps qui ne peut pas mourir doit continuer à fonctionner selon quelque chose. Et ce quelque chose, dans le cas de la Death Guard, est la corruption permanente de tout ce qui l'entoure. Pour que les Plague Marines persistent, ils doivent propager. Pour que la Légion survive, l'environnement doit être saturé de sa présence biologique. La Death Guard n'est pas simplement une force de destruction, c'est une force de transformation imposée, une armée dont la présence convertit l'espace vital en zone d'influence nurglique, qui ne peut pas simplement occuper un monde sans le changer, qui ne peut pas simplement coexister avec une population humaine sans commencer le processus de sa corruption. Pas par malveillance consciente dans tous les cas, certains Plague Marines des archives semblent genuinement incapables de comprendre pourquoi leur présence est perçue comme une violence. Ils ne font que partager les dons de leur Dieu. C'est là que la formulation nurglique de l'amour devient la chose la plus terrifiante dans tout ce rapport. Nurgle aime ses enfants. Nurgle aime toute l'humanité à sa façon particulière. Il veut l'accueillir dans son domaine, lui donner la permanence qu'il offre à la Death Guard, lui permettre de transcender les limites ordinaires de la mortalité. Le fait que cette transcendance ressemble de l'extérieur à de la putréfaction, de la souffrance et de la mort n'est, de son point de vue, qu'une question de perspective. Ce qui rend la Death Guard impossible à affronter avec des arguments moraux ordinaires, c'est précisément cela. Ses membres ne se vivent pas comme des êtres qui font le mal. Ils se vivent comme des porteurs de libération, des messagers d'une forme d'immortalité que l'Imperium refuse de reconnaître par ignorance et par peur, des fils d'un dieu qui les aime. Vraiment, selon les paramètres de ce qu'une entité warp peut ressentir, et qui veut que tout le monde rejoigne sa famille. Mortarion navigue les espaces entre l'œil et l'Imperium depuis 10 000 ans avec cette conviction. Il a regardé l'Imperium qu'il a contribué à presque détruire survivre, se reformer, trouver de nouvelles formes de résistance. Il a regardé Roboute Guilliman revenir et reconstruire. Il a mené ses enfants de Nurgle contre les 500 mondes d'Ultramar et a été repoussé sans être vaincu. Il continue. Son endurance est la seule promesse que Nurgle lui ait faite et qu'il pouvait vérifier personnellement. Et elle s'avère vraie. Mortarion est toujours là. La Death Guard est toujours là. Dans un univers qui consume tout, Légion, Empire, Civilisation, Étoile, les fils de Nurgle persistent. Vous demandez-vous, en parcourant ce rapport, si cette persistance est finalement différente de celle que l'Imperium lui-même revendique, si la conviction de survie à tout prix, appliquée avec suffisamment de cohérence, finit toujours par produire quelque chose qui ressemble à ce que Mortarion est devenu. Ce rapport ne peut pas répondre à cette question. Il peut seulement la poser, la classer et la refermer dans ses archives. La Death Guard continue de marcher. Quelque part dans l'œil de la terreur, ou dans les espaces entre les étoiles où Nurgle promène ses enfants chéris, les Plague Marines avancent avec la même patience qu'ils ont toujours eue. Absorbants, persistants, attendant que le monde autour d'eux accepte enfin ce qu'ils ont accepté sur une flotte condamnée, dans un détroit d'éther, sous la promesse d'un dieu aussi vieux que la pourriture elle-même. Ils attendront aussi longtemps qu'il le faudra. Ils ont tout le temps du monde. Ils ont plus que cela. Ils ont l'éternité. Archives scellées. Classification. Terminus. Ce rapport ne doit pas être reproduit hors des dossiers autorisés de l'Ordo Hereticus. Tout lecteur présentant des symptômes physiques suite à la consultation de ce document est prié de se signaler immédiatement à son apothicaire.